Eh bien, bonsoir à tous. Alors, on est parti pour une nouvelle visioconférence ce soir sur une des thématiques du PVT. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous connecter comme toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me voyez et si vous m'entendez bien aussi. Comme ça, on règle la partie technique dès le début. Et ensuite, on va pouvoir passer à la thématique de ce soir qui est le budget quand on part en PVT. Voilà, je vous laisse me confirmer que tout est bon. A priori, ça a l'air d'être OK. Super. Donc avant de commencer, le temps que vous arriviez tous, je vais me présenter rapidement. Donc moi je m'appelle Julie, je suis cofondatrice de pvtis.net, qui est un site d'information et d'entraide qui est totalement gratuit et qui est dédié au programme Vacances-Travail. Ça fait 15 ans que le site existe, cette année on a fêté nos 15 ans. Et on est là pour vous guider à toutes les étapes de votre PVT, que ce soit pour trouver la motivation à partir, pour voir si ça correspond à votre projet, pour préparer votre départ, un petit peu comme là pour la présentation de ce soir sur le budget, mais aussi pour vivre dans de bonnes conditions votre PVT. Ok, bon, là j'ai vu, tout va bien. Merci beaucoup pour ceux qui ont laissé des messages. On va pouvoir commencer. Avant de commencer, sachez qu'une fois par semaine, généralement le jeudi, on fait un point Covid-19 sur notre compte Instagram PVTiste avec un S. Ça vous permettra un petit peu de savoir les dernières actualités pendant toute cette crise de Covid, donc les frontières, les demandes de visa, etc. On a également des pages Facebook pour chaque pays. pvtis.net Australie, pvtis.net Canada, pvtis.net Japon, etc. où vous pourrez aussi être tenu au courant des actualités au fur et à mesure au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et j'en profite pour vous remercier beaucoup de nous suivre, de participer à beaucoup de nos visios en ce moment. On en a fait beaucoup en octobre. Dans une année telle que celle-ci, c'est quand même agréable de voir que vous êtes avec nous, que vous interagissez, que vous posez des questions. C'est super agréable pour nous. D'ailleurs, en parlant de questions, là, je vais aborder toute la thématique du budget, mais pendant que je vais vous parler, vous pourrez aussi poser des questions en commentaire de la vidéo, de la vidéo du live, pardon, et Anne-Lise, qui est donc ma collègue et qui est derrière vos commentaires ce soir, pourra me les sélectionner. On va répondre bien sûr en priorité à ceux qui concernent la thématique de ce soir. Donc, en introduction de la présentation sur le budget en PVT, sachez que c'est un petit peu difficile de répondre à la question combien ça coûte un PVT. Sur 12 mois ou sur 24 mois de PVT, selon le pays qu'on choisit, combien je vais dépenser d'argent. Ça, c'est une question qu'on voit souvent passer, mais c'est un peu dur d'y répondre, dans la mesure où ça dépend de beaucoup de choses. Dans quel pays vous allez partir, dans quelle ville vous allez vous installer, ne serait-ce qu'au début. Est-ce que vous allez plutôt faire un PVT qui va être axé sur le voyage ou plutôt axé sur le travail? Est-ce que vous êtes quelqu'un de dépensier? Est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un qui vit avec rien, qui se débrouille toujours pour se loger gratuitement, pour trouver un boulot en moins de 2? Voilà, est-ce que vous êtes quelqu'un de très débrouillard? Et dans ce cas-là, forcément, vous allez dépenser moins d'argent. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Mais sachez qu'il y a quelques années, l'Australie avait sorti un rapport qui donnait des précisions sur les PVTistes. Et ils avaient dit qu'en moyenne, sur un an, un PVTiste en Australie dépensait entre 15 000 et 18 000 dollars. Donc évidemment, ça, il le dépense, mais par ailleurs, il va gagner de l'argent grâce aux différents boulots qu'il va trouver. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut partir avec 15 ou 18 000 dollars, donc l'équivalent peut-être de 10 ou 12 000 euros, pour partir en PVT, loin de là. Mais on dépense de l'argent en PVT, c'est certain. Et c'est justement tout l'intérêt du PVT, de vous permettre de partir avec des économies qui sont plus décentes que 10 000 euros, largement, on part souvent avec moins, et de pouvoir gagner de l'argent sur place pour ensuite continuer à dépenser de l'argent et vivre votre année dans les meilleures conditions. Les conseils que je peux vous donner en introduction, c'est de toujours garder de l'argent sur votre compte, soit sur votre compte de votre pays de PVT, soit sur votre compte français ou belge, pour vous payer un billet retour. Si à un moment donné, il y a une urgence, ça va plus, vous voulez rentrer, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas le moral ou quoi, avoir les fonds pour vous payer un billet retour, c'est le minimum à avoir sur un compte tranquillement auquel vous ne touchez pas. Et donc, ça vous permettra de pouvoir couper court à votre PVT en cas de besoin. On ne sait jamais, ça peut arriver. Ensuite, si jamais vous venez avoir besoin d'argent, là je commence tout de suite avec les scénarios négatifs. Évidemment, ça ne va pas être votre cas. On va faire en sorte que, avec toutes les visios qu'on va faire, que vous partiez en PVT dans de bonnes conditions et bien préparé. Mais imaginons que vous avez besoin d'argent pendant votre PVT.
sachez, et vous l'avez peut-être vécu par vous-même si jamais vous avez des amis qui sont à l'étranger, il y a beaucoup de comptes Facebook qui se font pirater et donc les gens reçoivent un message sur Messenger qui dit est-ce que tu peux m'aider, j'ai plus d'argent, envoie-moi de l'argent par Western Union par exemple. Donc ce qu'on vous conseille de faire, si vous pensez avoir besoin d'argent à un moment donné, c'est d'essayer de vérifier avec vos proches la façon dont vous pensez procéder. Si vous avez besoin d'aide, par exemple, bien leur dire non, si j'ai besoin d'argent, je ne vais pas t'écrire sur Messenger, je vais t'appeler directement ou je vais t'écrire sur WhatsApp, sur ton numéro de téléphone. Voilà, n'hésitez pas à convenir avec vos proches de la façon dont vous allez procéder s'il y a besoin d'argent et surtout prévenez-les qu'il y a des arnaques où j'ai besoin d'argent parce que je suis à l'étranger en difficulté. Voilà. Dernier point, pensez bien à ne pas attendre de ne plus avoir d'argent pour chercher du travail pendant votre PVT. Parfois, une recherche d'emploi, ça peut prendre quand même un peu de temps. Donc, c'est pas mal d'anticiper un minimum pour ne pas avoir à rentrer justement prématurément ou à demander de l'argent à ses proches. Alors, la façon dont je vais construire un petit peu cette présentation ce soir, ça va être plutôt les dépenses qui vont être obligatoires avant de partir, les dépenses que vous allez être amené à faire une fois sur place, et on parlera un petit peu du retour également. Donc, avant le départ, vous avez forcément des dépenses qui sont inévitables, disons ça comme ça. La première, ça va être les économies qui vont vous être demandées par les différents pays. C'est-à-dire qu'autant il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande, ou comme le Canada d'une certaine façon qui dans la demande de PVT ne vont rien vous demander et dans le cas de la Nouvelle-Zélande pour aller plus loin, bien souvent quand vous arrivez en Nouvelle-Zélande vous êtes censé avoir une preuve que vous avez de l'argent de côté mais ces vérifications elles sont très rares donc dans tous les cas je vous recommande de partir avec une preuve que vous avez de l'argent bien sûr mais là pour le coup souvent il n'y a pas de vérification alors que pour d'autres pays comme la Corée, le Japon, les pays d'Amérique latine notamment, le Canada au moment d'arriver sur place et l'Australie depuis peu dans le cadre de la demande de visa vacances-travail, les économies vous sont demandées. Vous devez avoir cet argent impérativement au risque pour les demandes en papier d'avoir un refus de visa si vous n'avez pas assez d'argent de côté. Et dans le cas du Canada qui vérifie les économies à votre arrivée sur place, vous pourriez être renvoyé dans votre pays d'origine si vous n'avez pas assez d'argent. Donc ça, c'est évidemment la première chose à prévoir. Ces économies, elles varient d'un pays à l'autre. La moyenne, principalement les pays d'Amérique latine, Hong Kong et Taïwan, Taïwan également et la Corée, c'est 2500 € d'économie au minimum, plus un billet d'avion. Le Canada vous demande 2500 $ canadiens plus un billet d'avion. La Colombie vous demande l'équivalent de 5 fois le salaire minimum colombien, ce qui équivaut environ à 1300 €. Mais pour être honnête avec vous, 1300 € c'est pas beaucoup. Je vous recommande de faire comme tous les autres pays, au moins 2500 € si ce n'est plus. Même chose pour le Canada, hein. 2500 $ canadiens. Aujourd'hui, ça fait environ 1600 €. C'est pas beaucoup, surtout si vous partez dans des villes comme Toronto ou Vancouver qui coûtent assez cher, ou si vous avez des projets dès le début d'acheter un véhicule par exemple. Voilà, faites attention à ne pas partir avec trop peu, mais ça, je vais y revenir après. L'Australie vous demande 5000 $ australiens, donc c'est entre 3000 et 3500 € selon le taux de change en vigueur. Et le pays qui demande le plus d'argent, c'est le Japon, 3100 € plus un billet d'avion aller-retour. Ou alors si vous avez... si vous ne voulez pas acheter votre billet d'avion pour le moment, au moment de demander votre visa, vous devez avoir en tout 4500 € d'économies. Mais ces économies, elles sont cohérentes, puisque le Japon, comme l'Australie d'ailleurs, c'est des pays qui coûtent cher. Donc, elles ne sont pas demandées pour rien, ces économies-là. On va le voir par la suite. Ensuite, autre dépense éventuelle que vous pourriez avoir à faire, c'est les frais de demande de visa. Autant il y a des pays comme le Japon, la Corée, l'Argentine ou le Brésil qui proposent des PVT qui sont gratuits, autant pour d'autres pays comme les 3 pays anglophones notamment, mais c'est pas tout, c'est pas les seuls, pardon, il faut dépenser de l'argent. L'Australie c'est 485 $, le Canada c'est 338 $, la Nouvelle-Zélande c'est 281 $ et d'autres pays d'Amérique latine c'est quelques dizaines de dollars ou le Chili 115 €.
Donc voilà, ça aussi ça dépend d'un pays à l'autre et c'est pas parce que vous demandez un PVT qui est gratuit que la demande de visa vous nécessitera aucune dépense, puisque pour certains pays il faut se déplacer dans un consulat et parfois le seul consulat en France il se trouve à Paris, c'est le cas notamment de la Corée. Donc si vous habitez en Corse ou dans un autre endroit dans le sud de la France, ok, le visa est gratuit, mais vous allez devoir monter à Paris pour faire cette demande de visa, donc billet de train, logement sur place, etc. Ensuite, en autre dépense, évidemment, il y a le billet d'avion. Tout au long de la présentation, on va vous mettre des liens. Hein. Les premiers liens qu'on va vous mettre vont être en lien avec ce que je viens de vous évoquer, à savoir combien coûte le visa vacances-travail pays par pays et quelles économies sont demandées pays par pays. On va vous les mettre en commentaire. Pour les billets d'avion, on va vous mettre un autre lien qui peut éventuellement vous intéresser, mais qui généralement ne vous permet pas de partir à moindre coût. C'est comment partir en PVT sans prendre l'avion. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de prendre l'avion. Pour les autres, l'avion, ça va être une dépense indispensable, tout simplement parce que les pays du PVT sont quand même assez éloignés de la France et de la Belgique, et que donc, fatalement, vous risquez, comme beaucoup de gens, de prendre l'avion pour y aller, en sachant qu'un billet d'avion peut coûter plus ou moins cher selon votre destination, selon la période à laquelle vous partez, selon que vous achetiez votre billet d'avion quelques jours avant ou 6 mois à l'avance, ce genre de choses. Par exemple, si vous allez à Montréal, vous pourriez trouver un billet d'avion aller-retour à 350 € sur certaines périodes de l'année, c'est vraiment pas cher. Alors que pour l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, pour un aller-retour, c'est rarement en dessous de 800 €, voire 900, 1000, 1100, 1200. Voilà, c'est chaque pays qui va déterminer combien vous allez payer. Bien évidemment, si vous voulez vous faire une idée plus précise, n'hésitez pas à passer par des sites de comparaison pour voir un petit peu les prix en cours et éviter l'été chez nous et la période de Noël, qui sont souvent les périodes qui coûtent le plus cher, parce que c'est les périodes les plus demandées, tout simplement. Je vous disais tout à l'heure que vous deviez avoir des économies plus un billet d'avion. Il y a certains pays comme Taïwan qui vont vous demander d'avoir automatiquement votre aller-retour au moment de demander votre visa. D'autres vont vous autoriser à partir simplement avec un aller simple, à condition d'avoir, en plus des économies citées tout à l'heure, des économies pour vous payer un billet d'avion ultérieurement. Donc si vous partez avec un aller simple qui vous a coûté 600 €, vous prenez vos économies de base plus 600 €. Ensuite, autre dépense très importante, on n'insistera jamais autant là-dessus que cette année, je pense, c'est l'assurance PVT. L'assurance PVT, en fait, elle est obligatoire dans le cadre du PVT, sauf en Australie et au Japon. Mais dans les deux cas, vraiment, c'est recommandé d'en prendre une pour les raisons que je vais évoquer. Non seulement la sécurité sociale française ne vous couvre pas pendant votre PVT à l'étranger, mais bien souvent vous n'êtes pas couvert non plus par la sécurité sociale du pays. Au Japon, oui, vous avez une couverture de la sécurité sociale japonaise, mais elle n'est pas suffisante. On en parle dans notre guide des PVTistes au Japon, qui est gratuit sur pvtist.net, qui vous explique justement toutes les petites subtilités à ce niveau-là. Mais pour les autres pays, on n'a pas de sécurité sociale quand on est en PVT, donc les autorités françaises comme étrangères nous obligent à prendre une assurance qui va nous couvrir pour les petites maladies du quotidien, une grippe, une angine, une gastro par exemple. Ça, on ne sait jamais, c'est toujours bien d'être couvert, mais aussi pour des choses plus graves, comme une hospitalisation par exemple. Vous avez un accident de voiture, vous avez typiquement le Covid et vous avez besoin d'être réanimé, ou encore si vous n'avez pas de chance, vous avez l'appendicite pendant votre PVT, vous serez couvert par votre assurance PVT. À condition bien sûr pour le Covid que ce soit une assurance qui couvre les soins de Covid, je vous laisserai le vérifier par vous-même. Et enfin, dernière chose très importante, l'assurance PVT va vous couvrir en cas de rapatriement si jamais il vous arrive quelque chose de grave, voire de très grave. Donc voilà, c'est très important d'en prendre une, c'est obligatoire, mais c'est pas ça qui doit vous motiver. Ce qui vous motive, c'est le côté indispensable d'une assurance, en sachant qu'il faut compter en moyenne 400 € pour un an. Et dans le cas du PVT Canada, c'est plutôt aux alentours de 700, 715 € pour les 2 ans de PVT, pour les Français en tout cas. Nous, on travaille depuis près de 15 ans avec l'assurance Globe PVT, qui est une des assurances PVT qui fonctionne le mieux. Honnêtement, elles sont toutes assez similaires en termes de prix, en termes de couverture. Ce qui compte, c'est que vous en preniez une. Et si vous voulez plus d'informations sur ce qui est obligatoire, etc. dans l'assurance, vous allez sur pvtist.net, sur le bouton bleu Assurance PVT, et là, on vous explique tout. Voilà. Ensuite, pensez à prévoir un petit budget éventuel pour faire des visites de routine chez des médecins comme le dentiste, l'ophtalmo si vous voulez vérifier votre vue, ou pour les filles
un gynécologue, une sage-femme ou un médecin qui pratique la gynécologie pour faire un check-up avant de partir. Tout ça, voilà, c'est des petites dépenses à prévoir en amont, éventuellement faire des vaccins si vous n'êtes pas à jour, soit parce que vous allez dans un pays qui nécessite des vaccins, soit parce que tout simplement vous n'êtes plus à jour d'été polio, hépatite, etc. Donc ça aussi c'est un coût à prévoir, d'autant que tous les vaccins généralement ne sont pas remboursés, que ce soit en France ou à l'étranger. Prévoyez également des traitements si vous avez besoin d'emporter quelque chose pendant votre PVT. Voilà, ça c'est des petites dépenses niveau santé. Ensuite, vous pourriez avoir des dépenses diverses et variées comme acheter une valise ou un sac à dos si vous n'avez plus de matériel, des vêtements adaptés si jamais vous voulez partir avec des vêtements qui vont correspondre à votre destination PVT. Je pense notamment au Canada, même si souvent on recommande aux PVTistes d'attendre d'être sur place pour acheter directement des vêtements qui vont être très adaptés au froid canadien et généralement à des prix plus intéressants que chez nous. Mais par exemple, moi quand je suis allée en Nouvelle-Zélande, je savais que je pouvais vivre les 4 saisons dans une même journée. Donc autant j'avais quelques trucs d'été, mais j'étais aussi passée chez Uniqlo, pour ne pas les citer, il y a d'autres marques, pour acheter un sous-pull vraiment extra heat qui permet de tenir quand il fait bien froid, et une doudoune aussi toute fine mais qui tient bien chaud. Et je peux vous dire que quand j'ai dormi dans le Mordor, à Tongariro plus précisément, en Nouvelle-Zélande, et ben c'était pas du luxe parce que franchement j'aurais vraiment très très froid si j'avais pas eu ça. Et ça permettait d'avoir quand même un sac à dos 60 litres, mais d'avoir plusieurs saisons en termes d'habits. Donc ça peut être une dépense aussi avant de partir. Un adaptateur de prise, du matériel informatique, que ce soit une tablette, une GoPro, un ordinateur si vous le souhaitez. Voilà, toutes ces petites choses dont vous pensez que vous aurez besoin pendant votre PVT et qu'il peut être pertinent d'acheter ici, soit pour des raisons tarifaires, soit pour des raisons de prise, etc. Moi, j'ai plusieurs fois eu des ordinateurs canadiens. Je me retrouve toujours avec un adaptateur ici et un clavier QWERTY et non AZERTY. Donc voilà, des choses comme ça qui font que peut-être vous allez vouloir l'acheter au départ de la France ou de la Belgique. Dernière chose avant le départ, pensez à réserver votre hébergement pour la première semaine ou pour ceux qui arrivent à partir aujourd'hui dans certains pays qui nécessitent des quatorzaines, évidemment une quatorzaine, 14 jours de logement temporaire. Donc si on ne parle pas de la période Covid et que vous partez en PVT classique, moi généralement je recommande de réserver une semaine en auberge de jeunesse. Ça va vous permettre quand vous arrivez, que vous sortez de l'aéroport, vous savez où vous dormez pour 7 jours. C'est cool, vous avez déjà le décalage horaire, toute la pression liée au PVT, au moins vous savez où vous dormez, vous savez que dans 2 jours, vous n'allez pas devoir chercher absolument un autre moyen de vous loger. Pour ça, vous allez sur des sites de réservation d'auberge de jeunesse ou directement sur le site de l'auberge de jeunesse qui vous intéresse. Vous pouvez aussi passer sur Airbnb si vous préférez être plus au calme, ou si vous êtes en couple ou en famille ou entre amis, peut-être que vous préférez vous isoler de l'ambiance auberge de jeunesse. Dans ce cas-là, si jamais vous n'avez jamais fait de réservation sur Airbnb, sachez que quand vous allez sur pvtis.net dans les bons plans, vous avez un code promo pour avoir jusqu'à 40 € de réduction uniquement sur votre première réservation. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont jamais utilisé le site. Ensuite, vous avez les hôtels, les appart-hôtels, différentes choses qui vous permettent de vous loger au début, mais qui sont généralement plus chères. Ensuite, alors, excusez-moi, petit réglage de zoom. Voilà, on va faire ça comme ça, je verrai mieux. Alors ensuite, on passe aux premières démarches quand on arrive, les premières dépenses qui vont vous attendre. Donc là, en fait, ce qui peut être intéressant quand je vais citer tout ça, je ne peux pas forcément vous donner des prix parce que là, en fait, sur cette visio, on parle de 14 pays PVT, donc c'est difficile de donner des chiffres pour tout. Ce que vous pouvez faire, c'est noter tous ces postes de dépenses qui vont vous permettre d'établir ensuite votre budget en faisant des recherches plus approfondies. J'évoquais tout à l'heure le guide des PVTistes au Japon, mais on a aussi un guide des PVTistes en Corée, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, qui sont gratuits sur pvtis.net dans l'onglet Info pratique et qui rentrent dans le détail de tout ça justement. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Et pour les autres pays, on a aussi des informations bien sûr sur PVTis, même si on n'a pas de guide. Voilà, donc quand vous arrivez, pour quitter l'aéroport, vous allez prendre un taxi, une navette ou un bus pour aller en ville. Ça, vous pourriez trouver directement sur le site de la ville dans laquelle vous arrivez, le prix de la navette ou du bus. C'est une dépense à prévoir au début, ça c'est certain. Ensuite, informez-vous sur le prix des transports en commun
dans la ville dans laquelle vous souhaitez vous rendre. Pour retrouver ces infos, si vous allez sur Google, vous pouvez taper Transportation, j'ai pris mon meilleur accent anglais, hein, Transportation plus la ville, ou en espagnol Transporte plus la ville. Et puis côté Japon et Corée, j'ai noté tokyometro.jp et seoulmetro.co.kr. Voilà, ça peut être une bonne base pour voir un peu le prix des transports, en sachant par exemple qu'au sein d'un même pays, il peut y avoir des différences de prix. À Toronto, par exemple, c'est plus de 150 $ aujourd'hui la carte mensuelle. Alors que si vous allez à Montréal, ce sera quand même moins cher votre carte de transport en commun. Donc là aussi, ça va dépendre vraiment de la ville dans laquelle vous vous installez. Ensuite, vous pouvez envisager de prendre peut-être des cours de langue. Si c'est le cas, renseignez-vous sur le prix des cours de langue. Nous, on a quelques partenariats, on va vous mettre un lien qui vous font des réductions au Canada dans différentes écoles, dans différentes villes. Pour les autres pays, n'hésitez pas à comparer un petit peu les offres. Prenez bien sûr des agences ou des cours qui sont sérieux. C'est toujours mieux pour éviter d'avoir des soucis quand on arrive sur place. Et donc ça c'est un coût à prévoir, ça dépend si vous prenez 2, 4, 8, 12 semaines de cours, et là aussi selon la ville dans laquelle vous arrivez et le pays, mais ce n'est pas une dépense qui est inutile si vous n'êtes pas hermétique au cours. Si vous voulez vraiment vous immerger directement en arrivant et vous faire des amis dès le début, enfin vous faire des potes en tout cas en arrivant en PVT, ça peut être une dépense pertinente si vous avez les économies nécessaires, donc à réfléchir. Si jamais vous n'avez pas ce budget, évidemment, vous avez d'autres moyens d'apprendre la langue du pays, donc côtoyer des gens au maximum, que ce soit des locaux avec, je ne sais pas, via le travail, une colocation, des rencontres de réseautage, de la danse, du sport, etc. Mais il y a aussi une autre façon de pratiquer la langue quand on est en PVT, et ça c'est quelque chose que beaucoup de PVTistes font, c'est le volontariat. Peut-être que vous avez entendu parler des réseaux Helpix, Woofing ou Workaway notamment, qui en fait vous permettent d'être en relation avec des familles ou des petites structures qui n'ont pas forcément le budget pour embaucher quelqu'un, mais qui vont vous accueillir pour que vous travailliez gratuitement pour eux, 4 à 6 heures par jour, 5 jours par semaine environ, et en échange vous êtes logé et nourri. Et donc il y a beaucoup de PVTistes, notamment en Amérique latine et en Océanie, en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui vont faire ça au début pour s'immerger dans la langue du pays, sans avoir la pression de se faire virer parce que leur niveau de langue est trop mauvais. Donc ça c'est quelque chose qui marche vraiment bien, que je vous invite en tout cas à envisager si jamais vous ne voulez pas prendre de cours parce que vous n'avez pas le budget par exemple. Ça peut être quelque chose qui vous donne une expérience dans un domaine que vous ne connaissez pas. Vous contribuez à un projet, donc c'est plutôt sympa. Et généralement, vous êtes accueillis par des gens qui sont beaucoup dans l'échange. Les gens qui témoignent de ça, généralement, expliquent que c'est des gens qui prennent le temps de ne pas parler trop vite. C'est pas comme un employeur qui veut que ça dépote et qui va être agacé de votre niveau, par exemple. Donc voilà, ça peut être une bonne option. Ensuite, bien sûr, vous allez devoir prévoir un budget nourriture qui va varier là aussi du pays dans lequel vous arrivez. Par exemple, si vous vivez en PVT à Hong Kong, il est fort possible que vous mangiez pour moins cher en mangeant tout le temps dehors qu'en cuisinant chez vous, alors que dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas le cas bien sûr, il vaut mieux cuisiner par soi-même. Si vous voulez, dans les 3 pays anglophones, si vous voulez manger dehors souvent, c'est souvent un budget les restaurants, je trouve, moi, en Nouvelle-Zélande, Australie et au Canada. Donc forcément, vous allez vous tourner vers des fast-food et peut-être comme beaucoup, manger mal. Donc faites attention à ça. Si vous ne voulez pas trop dépenser d'argent et que vous n'êtes pas accro à manger dehors, le mieux c'est de cuisiner par vous-même et surtout de cuisiner local autant que possible. Si vous avez besoin de craquer très régulièrement pour du fromage, de la charcuterie, etc., ça va être quand même un poste de dépense élevé. Un petit craquage de temps en temps, ça se fait. Mais si vous voulez manger vraiment comme en France ou en Belgique, dans votre pays de PVT, et je pense notamment aux pays d'Asie, où c'est vraiment une nourriture différente, ça risque de vous coûter très cher. Donc essayez au maximum de manger local. Vous allez aussi devoir prévoir, rien à voir, un forfait téléphonique. Et ça, sachez qu'en France, et je crois en Belgique aussi, on est plutôt bien lotis. On a des forfaits tout illimités, à moitié en tout cas, à 10 € par mois. Dans beaucoup de pays du PVT, ce n'est pas vraiment ces prix-là. Je pense notamment aux 3 pays anglophones. Je voulais vous donner l'exemple d'un partenariat qu'on a depuis peu avec Fizz au Québec, qui est à 27 $ par mois, plus taxes, comme toujours au Canada. Et 27 $, c'est 1 giga d'internet et ensuite SMS et appels illimités. Vous voyez, on est quand même bien loin des forfaits avec 40 gigas d'internet ou même 10 gigas. Donc sachez qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est un peu la même chose, c'est pas forcément donné. Dans nos guides et même dans nos dossiers, on vous donne le nom des opérateurs téléphoniques dans les pays du PVT, donc vous pourrez aller
consulter directement les offres. Et j'ai noté pour l'Amérique latine, ce qu'on voit le plus, c'est Movistar, si vous voulez regarder les prix en fonction des pays. Pour l'Argentine, j'ai vu Tuenti, T-U-E-N-T-I, pardon. Pour l'Uruguay, le Chili, le Brésil, l'Argentine et la Colombie, j'ai noté l'opérateur Claro. Là aussi, ça vous permettra de comparer un petit peu les offres et de prévoir votre budget mensuel pour avoir quand même un forfait qui vous permette d'appeler et d'aller sur Internet. Bien sûr, vous pourrez vous connecter sans doute à la Wi-Fi des McDo, des Starbucks et puis des musées ou des bibliothèques, mais c'est quand même, je suppose, important d'avoir un petit peu de connexion pour différentes raisons. On va vous mettre un lien vers un site qui s'appelle Numbeo, qui peut vous permettre de noter une ville dans le monde et de faire des recherches notamment sur le coût de la vie. Et vous avez différents tarifs qui vous sont affichés, et notamment celui que je vais aborder tout de suite, qui va peut-être vous faire arrêter de fumer, c'est la cigarette. Donc vous verrez que dans certains pays, j'ai noté en Argentine un paquet c'est moins de 2 euros, au Japon c'est environ 4 euros, par contre en Australie c'est environ 30 à 32 dollars un paquet de cigarettes. Donc si vous allez au Canada, même si au Canada ça reste encore gérable, mais surtout en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est le bon moment pour arrêter de fumer, sinon ça va être un vrai budget pour vous, surtout si vous êtes un gros fumeur. Imaginez dépenser 30 dollars par jour en cigarettes, c'est pas possible, hein. Évidemment le tabac à rouler va être moins cher, mais c'est encore beaucoup plus cher que ce qu'on connaît chez nous. Voilà. Ensuite, concernant le logement, là aussi ça va dépendre de votre projet. C'est vrai que pour moi c'est un petit peu dur à résumer parce que en tête j'ai tout un éventail de PVTistes. Je vois les PVTistes à Montréal qui partent pour 2 ans, trouver un appartement directement, trouver un emploi si possible dans leur domaine et pas trop mal rémunéré. Et puis j'ai en tête les Australiens, Néo-Zélandais et ceux qui partent en Amérique du Sud et qui sont plutôt roots, qui vont peut-être acheter un van ou une voiture et voyager beaucoup et pas être vraiment dans une démarche d'installation avec un emploi très fixe et pas forcément très bien rémunéré. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'organiser mes pensées. Mais en tout cas, bien évidemment, si vous faites un PVT qui est assez nomade, si vous dormez dans votre van ou si vous faites beaucoup de camping, ça ne va pas vous coûter cher de vous loger. Alors que si vous vous installez, on va dire, dans un grand appartement, on a le droit de rêver, à Hong Kong, ou si vous prenez un condominium, c'est-à-dire un bel appart luxueux à Toronto, ça va être un gros budget pour vous, le logement. Donc voilà, le post-logement va vraiment dépendre de votre projet. En termes de camping, il y a toujours plus ou moins des campings gratuits dans les différents pays. Je pense notamment à la Nouvelle-Zélande où les campings gratuits sont vraiment, il n'y a rien, il n'y a pas d'eau. Pas d'eau, pas de douche, vraiment pas moyen d'avoir de l'eau, donc il faut avoir quand même des réserves de bidons dans son coffre. Après, il y a des degrés en fait, hein, des campings qui sont un tout petit peu plus chers et qui ont un petit peu de confort, parfois avec une douche payante à 2 dollars qu'on peut prendre si on souhaite, sinon on se débrouillera autrement. Et c'est un petit peu ça dans les différents pays du PVT, hein. Il y a toujours moyen de faire des campings pas chers. Après, si le camping c'est pas votre truc, bien sûr il y a les auberges de jeunesse qui ont le mérite d'être quand même moins chers que plein d'autres modes de logement et qui vous permettent de rencontrer constamment des gens venus du monde entier, souvent très sociables parce que eux aussi sont en mode voyage, beaucoup voyagent tout seuls, etc. Donc c'est sûr que l'auberge c'est quand même plus sympa, je dirais. Enfin moi j'aime les deux en fait, le camping et les auberges, ça c'est une question de choix. Mais vous avez aussi l'avantage donc de pouvoir vous loger bien sûr, de ne pas dépendre des intempéries s'il fait froid, s'il pleut, etc. Et aussi de pouvoir cuisiner dans une vraie cuisine. Voilà. Les Airbnb, ça peut être une opportunité intéressante si jamais vous êtes en couple, si vous êtes à 2, 3 ou 4, parce que tout seul, souvent, c'est quand même cher. Même à 2, ça peut être un budget. Généralement, les PVTistes ne se permettent pas trop de fois des Airbnb ou des hôtels, en fait, hein, parce que ça a un poste de dépense qui est trop élevé. Voilà, mais là aussi c'est intéressant parce que vous avez la possibilité de cuisiner et de temps en temps être un petit peu tranquille, loin des auberges et du non-confort du camping, c'est agréable une fois de temps en temps, pourquoi pas se l'accorder. Ensuite, quand on s'installe quelque part, le moyen le moins cher de se loger, c'est dans tous les cas la colocation. Et puis c'est sympa, je veux dire, on vit avec d'autres gens, si on tombe sur des bons colocataires bien sûr. Donc il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect social, puisque vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire rencontrer des gens, etc. etc. En termes de colocation, là aussi, je vous invite à regarder directement sur les sites de petites annonces des pays qui vous intéressent. Sur PVTist, on a pas mal de dossiers sur le logement dans tel pays qui vont vous permettre de retrouver par exemple qu'au Canada, c'est beaucoup sur le site Kijiji, K-I-J-I-J-I, qu'en Nouvelle-Zélande, c'est sur PostNote
et qu'en Australie, c'est sur Gumtree, Gumtree, à titre d'exemple. Hein. Vous pourrez trouver d'autres sites sur pvtis.net sans faute. Le mieux, c'est de regarder les offres au moment où vous allez partir. Comme ça, vous voyez les offres en cours. Pensez bien à vérifier si c'est un pays où on paye son loyer au mois ou à la semaine, comme en Australie. Les prix que vous allez voir, c'est des prix à la semaine. Attention de ne pas vous faire avoir, entre guillemets. Vous pourriez être super content d'avoir trouvé un loyer pas cher, mais en fait, il faut le multiplier par 4. Grosso 4,25 précisément. Ensuite, vous avez la possibilité aussi, si vous avez, ça ne vous dérange pas, de vous loger gratuitement en adhérant au site Couchsurfing, qui est devenu payant depuis quelques mois, depuis 2020 je crois. Quand on est aux États-Unis, c'est un peu plus de 14 $ l'année, mais ce que j'ai vu sur leur site, c'est que ça dépend du pays dans lequel on s'inscrit. Donc comptez environ, c'est ça, 10-15 € je suppose. Et donc le concept du Couchsurfing, c'est d'être logé gratuitement par des gens qui sont sympas et qui acceptent de vous prêter leur canapé, par exemple. Moi, je l'ai fait plusieurs fois en Australie et en Nouvelle-Zélande, et c'est vrai que c'était des bonnes soirées. On a parlé voyage. C'était une fois, c'était 2 fois dans des colloques, donc il y avait des gens du monde entier, etc. Donc c'était vraiment cool. Après, voilà, est-ce que ça vous dit de vivre tout le temps comme ça? Parce que souvent, quand vous logez en Couchsurfing, c'est quelques jours. Vous ne pouvez pas vous installer chez quelqu'un, c'est vraiment du dépannage. Donc il y a des gens que j'ai connus, moi, qui étaient constamment en train de loger, squatter chez des gens parce qu'ils sont très roots. Moi, je sais qu'au bout d'un moment, je ne peux pas en fait être constamment à bouger et à peut-être être trop chez les gens. Voilà, donc ça peut être une opportunité au début de votre PVT, à un moment donné où vous manquez un peu d'argent, ou tout simplement à un moment donné où vous arrivez dans une ville où vous connaissez personne. Ça peut être l'occasion que la personne vous montre sa ville ou vous présente des gens. Surtout si vous intégrez une colocation, ça va être, voilà, l'ambiance va être rapidement sympa, quoi. Donc voilà, le Couchsurfing, ça peut être sympa. Ensuite, bien sûr, si vous achetez une voiture ou un van, vous avez l'opportunité de dormir dedans, mais sachez que ce n'est pas autorisé gratuitement partout. Pour ça, on a un dossier sur PVTIS qui s'appelle Organiser un road trip en van, je crois bien, où on fait des focus pour plusieurs pays, les 3 pays anglophones, mais aussi l'Argentine et peut-être aussi le Chili, je crois bien. Et donc on vous explique où vous avez le droit de dormir et où vous n'avez pas le droit de dormir, parce que souvent dans les reportages on voit des gens qui sont en van et ils s'endorment devant le coucher de soleil et c'est trop cool de se réveiller le lendemain avec un kangourou qui passe. Ça, c'est tout à fait possible que ça vous arrive et c'est absolument génial, mais de temps en temps ce que le reportage dit pas, c'est qu'on a la petite amende de 200 $ parce qu'on n'avait pas le droit de dormir là. Donc bien se renseigner sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et les endroits qui sont des bonnes techniques pour dormir gratuitement et en toute légalité avec son véhicule. Si vous dormez en voiture, c'est plus discret. Moi, je l'ai fait dans des endroits où j'avais pas le droit, mais ça se voyait pas en fait. Mais un van, c'est pas discret. Donc vérifiez bien ça pour éviter les amendes, parce que si le but d'acheter un van, c'est de ne pas payer trop de logement, des amendes à 200 $, si vous en avez plusieurs pendant l'année, ça va commencer à être pas du tout rentable votre histoire. Justement, parlons d'un achat de véhicule. Alors, ce qu'il faut prévoir comme dépense quand on veut acheter un véhicule, et ça va vachement déterminer votre budget initial. Je le disais tout à l'heure, certains pays vous demandent 2 500 € d'économie ou 3 000 €. Si vous partez par exemple en Australie avec 5 000 $, les économies qui sont demandées, et que vous achetez un van à 5 000 $, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on fait cette visio en fait. C'est que vous allez noter toutes les dépenses qui sont pertinentes pour vous. Il y en a qui ne fument pas, les 32 $ par jour, ça ne les intéresse pas. Ceux qui fument, ils vont l'avoir noté. Pareil pour l'achat d'un véhicule, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas du tout ce projet-là, alors que pour d'autres, évidemment, un PVT, c'est avec un van. Donc, c'est à vous d'estimer votre budget en fonction de votre projet. Et typiquement, si vous achetez un van, il faut que vous doubliez votre budget initial par rapport aux économies demandées par les autorités du pays, pour les raisons que je vais évoquer là. Le prix du véhicule, bien évidemment, en sachant qu'on vous donne quand même des petits tips sur pvtis.net sur les meilleures périodes d'achat. Bien souvent, vous pouvez payer du simple au double si vous achetez votre van avant l'hiver ou avant l'été, parce que c'est ça mécaniquement, beaucoup de gens achètent des vannes avant l'été pour faire un road trip dans les meilleures conditions. Donc il y a des petites choses à savoir comme ça. Le prix va dépendre si c'est une voiture, un break, un sort de break Estima qui vous permet quand même de dormir dedans, ou un vrai van plus gros, vous pouvez vraiment manger dedans, assis, etc. Donc ça joue. Le lieu d'achat, bien évidemment, mais en tout cas, il faut prévoir quelques milliers de dollars. Pour une voiture, ça peut être moins, mais pour un van, ça peut être entre 2 000 et 5 000 $ facilement, selon s'il est aménagé ou non, si en Nouvelle-Zélande, il est self-contained ou non, ce genre de choses. Voilà, renseignez-vous bien sur les prix.
Ensuite, vous devez prévoir, bien souvent, il y a toujours des démarches, soit l'immatriculation, soit le WOF en Nouvelle-Zélande, différentes démarches dans chaque pays. Donc là aussi, dans nos dossiers sur l'achat d'un véhicule, on va vous les mettre en lien. Hein. Pour Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, on a des dossiers dédiés qui vous parlent justement des démarches obligatoires qui vont vous coûter de l'argent. Et à titre d'exemple, quand vous êtes en Nouvelle-Zélande, si vous achetez un véhicule diesel, vous allez payer votre diesel moins cher, mais vous allez devoir payer des sortes de frais sur les kilomètres que vous allez avoir parcourus en fait. Enfin, vous allez les payer en avance pour les kilomètres que vous allez parcourir. Ça, c'est des petites choses, si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas le savoir, donc direction nos dossiers. Ensuite, l'assurance auto. Alors ça, c'est très important. Il y a des pays où elle est obligatoire, d'autres où elle n'est pas obligatoire. Surtout les pays où c'est pas obligatoire, mais vous en prenez une absolument. C'est trop important. Si jamais vous blessez quelqu'un qui est en fauteuil toute sa vie ou si vous tuez quelqu'un, vous allez le payer, mais littéralement toute votre vie. Si vous n'avez pas d'assurance. C'est très important que votre responsabilité civile soit couverte par un assureur auto. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande, là, il y a 2 ans, je fais une rencontre PVTiste à Queenstown et là je discute avec un mec qui me dit non mais moi c'est bon, mon assurance PVT elle couvre mon van. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Non, vos assurances PVT elles couvrent vos frais à vous de santé. C'est-à-dire, effectivement, si vous avez un accident de voiture, votre assurance PVT va prendre en charge votre opération, votre hospitalisation, etc. Par contre, ce que vous causez aux autres, mais alors là, vraiment, en tout cas dans le cas d'un accident de voiture, c'est pas du tout couvert, donc il faut que vous preniez une assurance, vous. Il faut compter quelques dizaines de dollars, là aussi, selon le pays dans lequel vous êtes, et si vous êtes au tiers ou avec plus de couverture. Voilà. Ensuite, il y a les péages éventuellement. Hein, quand on est en road trip, on peut avoir des péages à payer. Faites attention à ce qu'on appelle les toll roads, notamment en Australie. Je crois que c'est surtout là. C'est des péages que vous ne voyez pas en fait. C'est-à-dire que le fait que vous empruntiez cette route, le pays considère que vous êtes au courant que c'est une route à péage. Donc vous passez pas, enfin vous êtes en fait, votre plaque est photographiée, vous pensez qu'il n'y a pas eu de péage, c'est super, mais en réalité vous avez un temps limité pour ensuite aller sur le site des péages du pays pour payer justement votre péage sur internet. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir là-dessus. Et sachez qu'au Canada, pardon, il y a très peu de routes à péage. Je crois qu'il y en a une au Québec, une en Ontario et quelques-unes ailleurs dans le pays, mais c'est un pays qui est globalement pas très péage et tant mieux pour vous. Ensuite, évidemment, dans votre budget, vous allez devoir estimer vos distances et la dépense essence diesel qui va avec. Je pense notamment au Canada, à l'Australie et à certains pays d'Amérique latine qui sont très longs, très grands. Bien sûr, la Russie, hein, si vous faites un PVT en Russie, j'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que ça ne concerne pas beaucoup de PVTistes, mais si vous faites tout le pays, vous aurez aussi beaucoup de kilomètres. On ne se rend pas forcément compte sur une carte, mais on a vite fait dans certains pays de devoir faire 2000 km pour faire un déplacement d'une ville à une autre, d'une grosse ville à une autre grosse ville. 2000 km, ça se paye en termes d'essence. Donc n'hésitez pas à faire du covoiturage, ce qui en anglais s'appelle des lifts, L-I-F-T. Moi, j'en ai fait dans l'autre sens. Quand j'étais en Australie, j'avais pas de permis, donc j'ai fait des covoiturages et je participais aux frais d'essence. Donc ça soulage un petit peu les dépenses du conducteur et puis celui qui intègre le covoiturage, ça ne lui coûte pas beaucoup d'argent. Vous avez ça et bien sûr vous avez le stop qui peut vous permettre de ne pas... c'est-à-dire que si vous ne voulez pas acheter un véhicule pour avoir toutes les dépenses à votre charge, vous pouvez envisager de faire du stop parce que quand vous prenez vous des personnes en stop, pour le coup, le deal c'est qu'elles ne payent rien. C'est qu'en covoiturage que vous avez quelques dollars ou dizaines de dollars de la personne. Sur le site, on va vous mettre un lien. Est-ce que c'était Numbeo? Oui, c'était toujours Numbeo pour retrouver le site. Non, c'est un autre lien, excusez-moi, qu'Annelise va vous mettre. Pour retrouver dans le monde entier le prix de l'essence ou du diesel à l'instant T, en sachant que dans un même pays, ça varie d'un endroit à l'autre et que plus vous êtes isolé, plus c'est cher généralement. Je pense notamment à l'Australie, quand vous êtes au milieu de la outback. La pompe à essence, ils savent très bien qu'ils sont les seuls, donc de toute façon vous allez payer, puisque si vous n'en prenez pas à cette pompe là, vous n'arriverez pas à la prochaine puisqu'elles sont tellement éloignées il faut en prendre à chaque fois qu'on croise une pompe à essence. Ensuite, bien sûr, si vous voulez aménager votre van, il va falloir prévoir de l'argent pour l'aménagement, des planches de bois, différentes choses, ça peut être un matelas, tout ce que vous pourrez mettre dedans et que vous aurez envie de mettre dedans, c'est évidemment un budget à prévoir. Ensuite, on n'a pas envie d'y penser, mais vous aurez peut-être des réparations, une vidange à faire, de l'entretien, une panne carrément peut-être, ou peut-être un accident aussi, un accrochage
sans parler d'accident, peut-être en accrochage. Et tout ça, c'est des dépenses que vous allez devoir prévoir. Donc quand on achète un véhicule, il faut absolument garder de l'argent de côté, au même titre qu'on en garde pour un billet d'avion retour en cas d'urgence. Parce que si on est à 10 dollars sur son compte, ou 10 euros, 10 pesos, peu importe, et qu'on a un problème avec sa voiture, on ne peut plus rien faire. Donc il faut garder de l'argent de côté quand on a un véhicule, notamment en Australie, Nouvelle-Zélande, où les vannes sont des antiquités qui, je pense, étaient déjà là quand moi j'étais en PVT. Je ne vous dis pas quand je suis partie, il y a très longtemps. Donc faites attention à garder quand même de l'argent de côté. Le mieux, c'est d'avoir des connaissances en mécanique éventuellement pour acheter un véhicule en l'auscultant bien ou éventuellement le faire examiner par un garagiste avant l'achat. C'est sûr que ça fait une dépense, mais au moins vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de vous faire arnaquer peut-être avec un van qui a l'air tout beau et qui en fait est au bout de sa vie, quoi. Voilà. Et puis, donc, dernière chose, pensez au stationnement, notamment en ville. C'est un budget à prévoir également. Par exemple, des gens me disent, je vais arriver en PVT, je vais acheter un véhicule tout de suite, mais je partirai pas avant 3 mois en road trip. Je leur recommande de ne pas forcément faire ça, puisque pendant les 3 mois où ils vont être dans une ville, ils vont devoir payer le stationnement, donc dans une grande ville en tout cas. Mais voilà, c'est un budget quand même à prévoir de ce côté-là. Ensuite, j'avais noté tout à l'heure une autre chose qui concerne surtout l'Australie, la Nouvelle-Zélande et un petit peu le Canada. C'est que vous avez la possibilité, si vous ne voulez pas acheter un véhicule, c'est d'en louer un bien évidemment. La location, je ne vous apprends rien, c'est quelque chose qui est cher si on loue pendant longtemps, mais qui peut être une bonne alternative si vous n'avez pas l'intention de faire un PVT complet à voyager, mais plutôt 2 semaines au début, 1 mois au milieu et 3 semaines à la fin par exemple. Vous pourriez vous mettre à plusieurs et louer un véhicule, ce qui vous permet, ok, c'est un peu cher sur le moment, mais déjà ce sera un bon véhicule. S'il y a une panne ou quelque chose, ça ne vous concerne pas et vous ne gérez pas l'achat, les WOF, tous les frais d'achat, etc. Et vous ne gérez pas la revente non plus. En termes de location de voiture, il y a un bon plan qui est surtout pour l'Australie-Nouvelle-Zélande, c'est la relocation, la relocation, on va le dire à la française, notamment via les sites COSEATS, COSEATS, et iMoova, je crois que ça se dit, IMOOVA. En fait, la relocation, c'est des entreprises de location de voitures. On va faire un exemple. Vous êtes à Sydney et vous louez une voiture pour aller jusqu'à Cairns. Quand vous allez rendre la voiture à Cairns, vous allez payer des frais d'abandon de véhicule parce que vous ne l'avez pas ramené à Sydney. Vous payez ces frais, tant pis, vous assumez parce que vous n'avez pas l'intention de refaire le chemin dans l'autre sens. Par contre, le loueur, il veut que sa voiture, elle revienne. Donc, il va proposer sur des sites de relocation à quelqu'un de ramener la voiture à bon port au prix généralement de 1 dollar par jour. L'avantage, c'est que ça coûte rien du tout. L'inconvénient, c'est que généralement, vous n'avez pas le temps de faire du tourisme. Vous avez parfois 5 jours pour faire ce trajet, alors que si vous voulez visiter, il vous faudrait le triple, ou voire plus, même carrément plus. Donc, du coup, si vous voulez simplement aller d'un point à un point B, la relocation, c'est bien. Si vous voulez faire du tourisme, ça marche pas super. Mais sinon, c'est quand même un très bon plan. Et vous pouvez aussi avoir des vannes ou carrément des camping-cars, parfois à 5 dollars par jour, ou allez, éventuellement 10 dollars par jour. Il y a quand même des offres intéressantes. Ensuite, par rapport au voyage, évidemment, vous allez avoir des dépenses en termes d'activité. Ça, j'insisterai jamais autant là-dessus. Faire un PVT en étant un peu en manque d'argent, ça nous arrive tous à un moment donné, etc. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire un PVT où vous allez rien vous autoriser. Je peux pas manger dehors parce que j'ai pas d'argent. Je peux pas sortir avec vous les copains parce que j'ai pas d'argent. Je peux pas faire de chien de traîneau parce que j'ai pas d'argent, ni de saut en parachute, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, des trucs sympas, ni une balade à cheval ou nager avec les requins-baleines ou des choses comme ça. Enfin, ce serait dommage en fait parce que vous partez vivre certainement une des meilleures années de votre vie. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, c'est important d'avoir quand même un budget pour les loisirs. Donc voilà, évidemment, vous avez toujours peut-être des petites solutions pour faire des choses moins chères ou voire gratuitement, mais il y a des choses que vous n'arriverez pas à faire gratuitement, c'est compliqué. Soit en parachute, soit à l'élastique, chien traîneau, généralement c'est payant, à moins d'être volontaire de faire du woofing ou du help exchange dans une meute de chiens de traîneau, ou éventuellement, j'ai un copain qui a fait ça en Nouvelle-Zélande, travailler ou à l'accueil d'une auberge de jeunesse et faire partie des gens qui emmènent les clients en excursion. Et dans ce cas-là, on peut tester les activités gratuitement. Mais ça, il y a peu de place, quoi. Faut pas compter dessus. Donc, voilà, il y a des dépenses
qui sont, je pense, importantes si vous voulez quand même profiter à fond de cette année. Moi, par exemple, j'ai sauté à l'élastique en Nouvelle-Zélande, non, en parachute en Nouvelle-Zélande et à l'élastique en Thaïlande, puisque j'en ai profité pour aller en Thaïlande et c'est un de mes points suivants. Voilà, c'est important parce que c'est des souvenirs que j'oublie pas. C'était des trucs fous faits pendant une année folle de ma vie. Et donc, je pense que c'est très important de vivre des trucs fous pendant votre PVT parce que ça va donner une dimension incroyable à votre année et ça vous fera des souvenirs bien meilleurs que si vous les aviez vécus ici le week-end entre 2 semaines de boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est là-bas, on est dans une excitation permanente à vivre plein de trucs, rencontrer plein de gens. On a envie de vivre des trucs fous. Voilà, donc prévoyez un budget pour les activités absolument. Ensuite, en termes de transport au sein même du pays, bien sûr, si vous êtes dans un pays qui est grand, vous allez peut-être être amené à prendre l'avion, le train, le ferry ou éventuellement le bus. Et tout ça, c'est un budget, bien évidemment. Moi, quand j'étais en Australie, j'ai quand même pas trop pris l'avion, une fois ou deux, je crois, peut-être une seule fois. J'ai beaucoup voyagé en bus. Et ce que je faisais parfois, c'était sur les longs trajets, parce que quand même, des fois, c'est vraiment très très long. J'essayais de faire des voyages de nuit avec des bus qui partaient vers 22 ou 23 heures et qui arrivaient à 7 heures du mat. Et du coup, ça me permettait non seulement d'avoir pris un bus pas trop cher, mais en plus de ça, d'avoir dormi dans le bus et donc d'avoir économisé une nuit d'auberge de jeunesse. Voilà, donc il y a quand même des petites techniques comme ça pour dépenser moins. L'avion coûtera souvent plus cher que les autres moyens de transport. Moi, le bus, je trouve que c'est vraiment une bonne alternative. 2 jours, c'est juste que c'est très long, donc si vous pouvez faire de nuit, c'est mieux. Ensuite, pour payer vos activités un petit peu moins cher, si vous connaissez le site Ceetiz, C-E-E-T-I-Z, sachez qu'il y a un code promo PVTIS qui vous fait avoir 5% de réduction. Le code c'est AFPVT, tout simplement. Vous avez en Nouvelle-Zélande le site bookme.co.nz qui est une sorte de groupon des activités. Et j'ai aussi trouvé, je pense que ça marche aussi pour l'Australie, backpackerdeals.com. N'hésitez pas en fait à chercher sur Google avec le pays ou la ville dans laquelle vous allez des choses comme ça peut être peut-être Groupon, mais ça peut aussi être réduction, discount, tout ça. Essayez de trouver peut-être les équivalents locaux qui vous permettent d'avoir des réductions sur différentes prestations. Par exemple sur BookMe en Nouvelle-Zélande, moi j'ai souvent pas trouvé ce que je voulais, mais ça ne veut pas dire que ce sera votre cas. Simplement c'était des fois il fallait y aller tout à l'heure quoi. C'était pas forcément dans mon timing à moi, mais vous pourriez trouver en tout cas des offres intéressantes sur ce genre de site. Je le disais tout à l'heure, moi quand j'étais en PVT en Australie, je suis allée dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Sachez qu'avec le PVT, vous avez le droit de sortir du pays, aussi bien pour rentrer dans votre pays d'origine, même si vous voulez repartir en PVT après. Vous pouvez faire un retour pour un mariage par exemple, mais vous pouvez aussi aller dans les pays alentours. Et ça, si vous pensez le faire parce que vous vous dites, je ne sais pas si je retournerai dans ce coin du monde, est-ce que j'aurai l'argent, est-ce que j'aurai le temps, est-ce que j'ai envie de le faire? De plus en plus de gens sont sensibilisés au fait que l'avion est très polluant et se disent que en allant loin, ok, ils vont le faire une fois, ils vont profiter d'être dans la zone et ils retourneront plus aussi loin, ils prendront plus des vols aussi longs. Ça peut être une idée d'aller dans les pays qui vous ont toujours fait rêver et qui sont à côté de votre pays de PVT. Si vous êtes en Amérique latine, c'est génial, vous avez plein de pays aux alentours. En Asie, c'est la même chose. Si vous êtes au Canada, bien sûr, vous pouvez aller aux États-Unis. Je pense que je ne connais pas un seul PVTiste au Canada qui n'est pas allé aux États-Unis, ou éventuellement Cuba, Mexique, etc. Et puis quand on est en Australie, Nouvelle-Zélande, on peut aller dans l'un et l'autre pays. Il y en a qui vont aux îles Fidji, à Singapour, à Hong Kong. Il y a quand même des choses autour qui pourraient être un truc à faire. Soit vous le faites juste avant d'arriver en PVT pour faire une petite transition entre la vie chez vous et le début de votre PVT, soit vous le faites au milieu parce que les rencontres que vous faites vous donnent l'occasion de le faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré une copine quand j'étais en Australie, puis on a décidé ensemble d'aller en Asie. Ensuite, je suis revenue finir mon PVT en Australie et elle allait rentrer en France. Il y en a qui vont aux îles Fidji, etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment profiter de ce PVT pour aller aux alentours, mais ça aussi, ça se budgétise. Voilà. En termes d'autres dépenses, bien sûr, dit comme ça ne représente pas un gros poste de dépense, mais on ne sait jamais, ça dépend de vous et du nombre de proches que vous avez. On a tous envie de ramener quelques souvenirs, par exemple. Donc il va y avoir le budget souvenir. Le budget, ça je vais parler au retour, mais évidemment il faudra un budget peut-être pour un supplément de bagages si vous rentrez avec plein de trucs.
Ça, il faut y penser. Vous pouvez aussi avoir envie de vous acheter des vêtements quand vous serez là-bas. Si jamais vous n'êtes pas une fashionista ou un fashionisto, je ne sais pas comment on dit, vous n'hésitez surtout pas à passer par les magasins de seconde main. Je ne sais pas s'il y en a dans tous les pays, mais il y en a notamment dans les pays anglophones, les magasins de la Croix-Rouge, des magasins de second hand, de deuxième main. Et en fait, moi, ça m'a permis de racheter quelques fringues, notamment quand j'étais en Nouvelle-Zélande, parce qu'à un moment donné, j'avais abîmé des vêtements. Et en gros, on paye des choses 1 dollar, 2 dollars maximum, et les revenus vont à des associations. Donc si vous n'êtes pas très calé sur la mode, ça peut tout à fait réduire vraiment votre poste vêtements sur place. N'hésitez pas. Évidemment, vous aurez peut-être des petits médicaments du quotidien à acheter pour un maux de tête, pour problème de digestion, douleur au ventre, qui ne nécessitent pas forcément d'aller voir un médecin. Donc, ce sera des petites dépenses comme ça. Et puis, si vous êtes en voyage vraiment en pleine nature, etc., vous aurez peut-être l'opportunité parfois de faire des lessives dans des hôtels ou des auberges de jeunesse. Ça aussi, c'est pas une énorme dépense, mais quand on doit faire des lessives toute une année, quand on fait un PVT nomade, bon, ça commence à représenter un petit peu c'est un poste de dépense comme un autre. Et puis enfin, on finit par le meilleur, les sorties, les restos, boire un verre, les concerts, les spectacles, les ciné, etc. C'est aussi un budget à prévoir, c'est hyper important parce que vous partez certainement aussi pour rencontrer des gens, vous faire des amis. Donc il faut que vous ayez un budget là-dessus et vous n'êtes pas à l'abri que votre groupe préféré passe quand vous êtes à l'étranger et les concerts ça coûte assez cher. Donc là aussi, n'hésitez pas à avoir un petit budget pour ce genre de choses. Même s'il y a aussi des festivals qui sont gratuits parfois ou des opportunités de faire la fête sans trop se ruiner bien sûr. Je parlais tout à l'heure des cigarettes, mais l'alcool dans beaucoup de pays, et je pense toujours aux pays anglophones, c'est surtout ceux-là qui sont chers. Si comme moi, vous n'êtes pas amateur ou amatrice de bière ou de vin, mais plutôt d'alcool fort, ça va vous coûter une fortune, je vous le dis tout de suite. La bière c'est bon, ça va, c'est des budgets gérables. Le vin, c'est plus cher que chez nous bien évidemment. Bon, ça reste quand même accessible, mais par contre les alcools forts tout de suite ça monte d'un niveau, donc là aussi ça peut être un budget à prévoir si jamais vous buvez de l'alcool déjà, parce que peut-être que c'est pas votre cas, et si vous buvez de l'alcool plutôt fort, voilà, il y aura un poste de dépense là-dessus. Maintenant le retour, et ensuite je vais passer à vos questions pour essayer d'y répondre. Alors pour le retour, je vous parlais éventuellement d'un excédent de bagages. Sachez que pour ceux qui partent au Canada, via pvtis.net, dans les bons plans, une fois de plus, vous avez le droit à 23 kg de bagages supplémentaires sur Air Transat, à l'aller, au retour, ou même si vous rentrez dans votre pays d'origine en milieu de séjour par exemple. Donc ça peut aider. Pour les autres, il va falloir essayer de faire avec ce que vous donne la compagnie et pourquoi pas donner des choses à des associations quand vous partez, justement les magasins de seconde main, ou éventuellement, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal vu dans les auberges de jeunesse, quand vous êtes en auberge, vous avez souvent une petite zone dans la cuisine qui s'appelle free food. C'est des choses que les gens ont laissées, des pâtes, du ketchup ou des choses dont ils avaient plus envie ou plus besoin. Qui préfèrent laisser aux gens plutôt que de jeter, ce qui est cool. Mais j'ai aussi vu, à côté de ce free food box là, j'ai vu parfois des gens laisser des chaussures de rando, des duvets, etc. Donc si vous avez des choses en trop, soit vous laissez dans un magasin de seconde main, soit dans une auberge de jeunesse, soit vous postez sur un des groupes Facebook, et il y a toujours quelqu'un qui sera content d'avoir des choses gratuitement ou à moindre prix. Vous pouvez faire un petit lot pour vendre pas trop cher et vous refaire quelques petits dollars, euros avant de rentrer. Ensuite, en rentrant, vous allez bien sûr devoir vous loger. Ça, ce sera un budget à prévoir, sauf si vous avez moyen d'être logé à votre tour. Ça, c'est forcément une chose à laquelle vous devez réfléchir. Si, avant de partir en PVT, vous étiez en poste et que vous avez terminé un CDD, que vous avez été licencié ou que vous avez fait une rupture conventionnelle, c'est très très important de vous inscrire au Pôle emploi avant de partir en PVT et de suspendre vos droits avant de partir en PVT aussi. En gros, fin de contrat, inscription au Pôle emploi, suspension des droits, départ en PVT. Ces droits sont suspendus pendant 3 ans maximum, excusez-moi, et donc au retour en France, si vous rentrez après 1 an, 2 ans et même 3 ans, vous aurez le droit à vos allocations Pôle emploi si vous en aviez toujours d'ouvertes. Enfin, vous les avez suspendues, mais vous y avez toujours droit. Par contre, si vous terminez votre contrat, que vous vous dites le Pôle emploi ça me gonfle, je verrai à mon retour, que vous partez à l'étranger pendant 13 ou 14 mois, quand vous rentrerez en France, vous aurez perdu tous vos droits acquis, ils seront perdus. Parce que la loi, en fait, dit que après un contrat de travail, on doit s'inscrire au Pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la fin de son contrat. Donc, on s'inscrit, on suspend,
et on rouvre quand on rentre de PVT. Comme ça, tout est légal. Et si on avait des allocations ouvertes, si on a des allocations ouvertes quand on rentre, ça permet de souffler 5 minutes, de ne pas penser immédiatement à rechercher un emploi alors qu'on est avec plein de sentiments contrastés du retour. La déception d'avoir laissé des gens, la difficulté d'avoir quitté un pays qu'on avait adoré par exemple, d'être perturbé, de rentrer chez soi, ça peut arriver. Donc c'est vrai que c'est plus confortable d'avoir soit d'argent de côté, soit d'avoir des allocations au Pôle emploi si on avait cotisé avant de partir. Comme ça, on n'a pas besoin de chercher du travail tout de suite. Après, j'avais rencontré aussi un PVTiste à une rencontre une fois qui me disait moi j'ai cherché du boulot au bout de 2 jours pour pas penser. Parce qu'il était triste en fait d'être rentré, donc il s'est occupé la tête. Ça dépend de vous. Mais en tout cas, voilà pour l'aspect retour niveau financier. Avant de terminer et de passer aux questions-réponses, je précise donc qu'on a nos 5 guides des PVTistes Australie, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande et Corée qui sont sur pvtist.net dans l'onglet Infos pratiques et qui sont totalement gratuits en PDF. C'est en gros, ça vous explique tout ce que vous devez savoir avant votre PVT. Et on a également un recueil de témoignages qui s'appelle Paroles de PVTistes que vous trouverez au même endroit, qui vous permettra d'avoir 34 témoignages de PVTistes partout dans le monde et même d'une Québécoise en PVT en France. Donc voilà, c'est une lecture qui est plutôt sympa. Comme beaucoup d'entre vous là ne peuvent pas partir en PVT au vu de la situation actuelle, ça peut être une bonne idée de vous occuper en lisant des témoignages d'autres personnes. Ça pourrait vous donner des idées. Voilà. Donc maintenant, je vais aller voir vos questions qui m'ont été notées ici. J'espère pouvoir y répondre parce que je ne vais pas prétendre connaître tous les pays du PVT par cœur. Il y en a beaucoup dans lesquels je ne suis pas allée, mais je vais essayer au maximum. Alors, première question, combien coûte en moyenne un an de PVT à Québec-Ville, Montréal, Toronto et Vancouver? Logement centre-ville, en coloc, sans voiture. Alors, ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que c'est typiquement des villes qui n'ont pas du tout le même, où il n'y a pas du tout le même coût de la vie. Toronto et Vancouver sont des villes qui sont très chères, notamment en termes de logement et de transport. Québec-Ville va être beaucoup moins cher et Montréal va être au milieu, même si les loyers commencent à bien augmenter à Montréal avec la crise du logement qui est arrivée. Donc le mieux c'est d'aller consulter sur PVTist notre dossier Le coût de la vie au Canada. On détaille province par province avec les différents postes de dépenses parce que en fait un an de PVT, en fait tout à l'heure je disais que l'Australie avait sorti un rapport disant qu'un PVTiste moyen dépensait entre 15 et 18 000 dollars australiens, donc on va dire 12 à 15 000 euros sur un an. Ça paraît effrayant comme ça, mais vous gagnez de l'argent. Donc c'est vrai qu'effectivement, quand on a un loyer qui va coûter, je sais pas moi, 500 euros par mois, bon bah sur l'année, on est déjà, est-ce qu'elle sait compter? Oui, ça fait combien? Ça fait 6 000, c'est ça? Non, je ne sais même plus. Oui, c'est ça, je pense avec 6 000. Donc en fait, ça monte assez vite un budget. Il ne faut pas que ça vous effraie. Donc le mieux, c'est de noter tout ce que je vous ai dit ce soir qui vous correspond comme dépense et ensuite regarder en fonction de la ville dans laquelle vous voulez partir combien ça va vous coûter en fait. Parce que si tu vas à Toronto, dans le centre-ville, un appartement avec une chambre, ça peut facilement coûter dans les 2 500 dollars aujourd'hui. Alors qu'à Québec-Ville, ça ne va pas du tout coûter ce prix-là. Voilà, donc c'est un petit peu dur de répondre, il faut vraiment essayer de regarder directement dans le dossier sur le coût de la vie. Ensuite, est-ce que tu veux vivre dans l'hypercentre? A priori oui, puisque tu n'as pas de voiture. Voilà, bon là tu cherches en coloc. La coloc, généralement, c'est moins cher, bien évidemment. Mais le mieux, c'est d'aller voir directement, dans ton cas, sur Kijiji, je pense. Il y a aussi Craigslist qui marche bien au Canada. C'est un site qui n'est pas très joli, mais qui a plein d'annonces. Craigslist, la liste de Craig en fait. Voilà. Y a-t-il des frais à prévoir en plus en ce moment à cause du Covid? Pour certains pays, il faut... effectivement, oui, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, les rares pays qui vous autorisent à partir en PVT, donc, je les ai plus, Mexique, Brésil, Hong Kong, Taïwan, et sous condition le Canada si vous avez trouvé un emploi. Alors, il y a certains pays qui vous demandent de faire un test PCR avant de partir, mais généralement, là, si je ne dis pas de bêtises, c'est gratuit en France. Et puis, ils vous demandent de faire une quatorzaine. Donc, cette quatorzaine, soit vous avez l'opportunité de la faire chez un ami, par exemple, soit vous allez devoir payer un hébergement approprié à une quatorzaine et ça peut vous coûter quand même plus d'argent que si vous pensiez être en dortoir de vin en auberge de jeunesse, quoi, grosso modo. Ça signifie aussi être en quatorzaine de ne pas pouvoir travailler pendant toute cette période. Donc forcément, oui, il y a des dépenses supplémentaires à prévoir parce que votre début de PVT, il n'est pas normal en fait. Hein.
une période, je ne sais pas exactement combien il faut compter pour se loger pendant 2 semaines, mais je pense toujours à Hong Kong où les loyers sont assez chers, ou même le Japon, mais bon là on ne peut pas partir en PVT Japon, ça règle le problème. Ça peut être quand même assez coûteux de partir actuellement, c'est ça. Pour un PVT à Montréal, les fonds obligatoires augmentent-ils si on part avec un enfant? Oui, très bonne question. Effectivement, quand on part à 2, par exemple, on doit chacun avoir des économies qui sont demandées par le pays en question. Dans le cas du Canada, on a le droit de partir avec un enfant en PVT et les autorités précisent qu'il faut de l'argent de côté mais ne précisent aucune somme. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est pourquoi pas de prendre la même chose que les adultes ou moins, mais quand même une somme décente. C'est-à-dire que l'agent d'immigration ne pourra pas vous dire vous n'avez pas atteint la somme demandée puisqu'il n'y a pas de somme demandée. Mais il pourrait vous dire mais est-ce que vous vous êtes déjà renseigné sur les modes de garde, vous allez faire garder votre enfant où, combien ça va vous coûter, parce que c'est ça en fait, votre enfant va pas vraiment vous coûter en loyer ou en nourriture, un petit peu en loyer fatalement vous allez prendre plus grand, mais surtout en garderie, en mode de garde. Donc il faut quand même prévoir de l'argent supplémentaire. Que représente le budget parc naturel dans les pays anglophones? Alors, effectivement, alors ça c'est vrai que ça dépend dans les différents pays, il y a des parcs qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, et il existe parfois des passes annuelles, je pense notamment au Canada et d'ailleurs aux États-Unis c'est la même chose, qui permettent en fait de payer quand même une somme un peu plus élevée, mais d'avoir accès à plein de parcs. Attention, tous les parcs ne sont pas inclus. Il me semble par exemple, à titre d'exemple, aux États-Unis, qu'avec le pass, on ne peut pas aller au Grand Canyon. Je ne suis pas sûre, mais il me semble avoir vu ça, que certains parcs sont à part. Donc le budget dans les pays anglophones, là, ça dépend. Si tu veux tous les faire, c'est sûr que ça va être souvent à base de 20 $, 20 $, 20 $. Donc ça commence à représenter de l'argent. Mais ça reste, à mon avis, pas le poste de dépense principal. Souvent, les postes principaux, c'est le logement, le déplacement et la nourriture. C'est souvent ça. Quel budget nourriture il faut pour un mois en Nouvelle-Zélande? Ah, c'est pas facile ça. Là aussi, ça dépend comment tu manges. N'hésite pas à regarder le dossier sur le coût de la vie en Nouvelle-Zélande. On a mis des tarifs pour la nourriture. Moi, j'ai eu des périodes, c'est vrai que j'aurais dû noter quand j'étais en Nouvelle-Zélande, où je mangeais, je me faisais des trucs assez basiques. Je regrettais souvent le prix des fruits et des légumes en Nouvelle-Zélande, notamment les tomates et même les avocats, alors qu'ils sont ramassés là-bas, mais peut-être que ça dépendait un petit peu de la période de l'année. C'est pas évident à dire pour moi parce que ça va dépendre si tu vas manger dehors ou pas. Et ce que tu manges, est-ce que tu aimes bien que ce soit un petit peu varié, etc. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui se satisfait complètement de manger des pâtes ou même encore mieux, encore moins cher, je veux dire, de manger des nouilles chinoises, des noodles. Ça, c'est le truc qui, en road trip, en fait, est beaucoup choisi par les PVTistes parce qu'en fait, ça coûte rien, c'est tout petit. Il faut juste avoir de quoi faire bouillir de l'eau. Et en fait, voilà, tu peux manger pour vraiment, vraiment rien hein, si tu n'es pas très exigeant. Donc voilà, dès qu'on incorpore des fruits, des légumes, c'est plus cher, bien évidemment. Et pareil, si on essaye de mettre du fromage. En plus, honnêtement, le fromage en Nouvelle-Zélande, non. Enfin, ça n'a pas vraiment de goût. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu meilleurs, mais c'est quand même pas folichon. Voilà, je n'ai pas vraiment répondu à la question, mais le mieux c'est que tu regardes la liste en fait de la nourriture qu'on a mis dans le dossier sur le coût de la vie en Nouvelle-Zélande. Ça te donnera quand même plus de précision. Est-ce que tu es un viandard? Est-ce que tu manges plutôt végétarien? Tout ça, ça change aussi la donne ça. J'ai vu énormément d'annonces de logements à Montréal, d'appartements sublimes avec une vue sur Montréal, plus 2 chambres à 1300 $. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est les prix? Alors, il faut toujours faire attention effectivement à ce qui paraît trop beau. Est-ce que c'est des vrais appartements déjà? Ou est-ce que c'est des choses qui sont faites sur ordinateur? Il faut faire attention à ça parce que bon, ou des photos volées en fait, hein, c'est des choses qui existent aussi ici. Des gens qui louent notamment l'été des maisons, les photos sont magnifiques et quand les gens arrivent devant, il n'y a pas de maison en fait. Donc il faut simplement faire attention à ça. Je dirais que 2 chambres dans le centre-ville de Montréal avec une belle vue sur Montréal à 1300, ça me paraît pas cher du tout. Donc je suis sceptique. Ce qu'il faut surtout faire, c'est voir comment la personne parle. Est-ce qu'elle demande rapidement de l'argent? Est-ce qu'elle demande de l'argent avant que tu sois arrivé et via Western Union? J'arrive jamais à le dire, pardon. Western Union, excuse-moi. Parce qu'il faut savoir qu'avec cet organisme que je viens de dire et que je n'arrive pas à dire, l'argent n'est pas tracé en fait. Donc si vous vous faites arnaquer, vous ne pouvez pas retrouver la personne qui vous a arnaqué. Faites bien attention à ça. Voilà.
Donc, je ne sais pas trop quoi te répondre parce que j'ai pas vu la photo, mais ça me paraît pas cher. Donc, peut-être commencer à discuter avec la personne, voir ce qu'elle te demande. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le Covid, comme il faut s'isoler quand on arrive, un propriétaire pourrait exiger d'avoir de l'argent à distance. Mais alors, déjà, si possible, payer plutôt en arrivant, je pense que c'est mieux. Et puis, si c'est pas possible, passer par quelque chose qui est tracé et vérifié. Voilà. On a un groupe Facebook, oui, Anise me dit dans l'oreillette qu'on a le groupe Facebook PVTiste à Montréal où tu peux éventuellement poser la question, montrer l'annonce, voir peut-être si quelqu'un a un avis sur la question pour les gens qui ont récemment trouvé un appartement sur place. Voilà. Mais le fait que tu aies dit sublime, j'imagine très bien l'appartement louche en fait, peut-être. Alors, là, on n'a pas eu d'autres questions qui sont dans la thématique du soir. Bon, ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé, donc je regarde juste rapidement celles qui sont hors sujet. Alors, est-ce qu'il y aura à l'occasion une vidéo sur partir en PVT avec son animal de compagnie? On y avait pensé effectivement, plutôt sur le Canada, mais ça pourrait être le cas pour ailleurs, même si je pense qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas possible. Je pense qu'on peut l'incorporer effectivement à nos prochaines conférences. Je voulais vous indiquer qu'on a une liste d'événements PVTistes 2020 qu'on va vous mettre en lien. J'ai pas noté les prochains. À la personne qui demande si on va faire quelque chose sur les départs avec son animal, c'est là que tu verras les prochains événements ou alors directement sur notre page Facebook. Là, en tout cas, les prochains qu'on va faire, ça va être la semaine prochaine. Le 9, le volontariat et le bénévolat pendant un PVT, donc j'en ai un petit peu parlé aujourd'hui, mais si vous voulez plus d'informations, ça pourra vous intéresser. Le 10 novembre, on fait une séance d'information avec le Bureau du Québec pour vous présenter les Journées Québec qui vont bientôt avoir lieu en ligne pour espérer décrocher un boulot au Québec. Donc je vous invite vraiment à participer à cette séance d'info le 10 novembre si vous voulez partir au Québec. Ensuite, on va faire le 12 novembre sur notre page pvtis.net Australie sur Facebook. On va parler du 2e et du 3e visa vacances-travail en Australie puisque c'est le seul pays qui permet d'en avoir plusieurs. Non là c'est pour le Canada. Le 16 novembre, on fera un point Covid sur notre page Facebook pvtis.net Canada. Donc PVT Canada et Covid-19, petit point de la situation. Et le 19 novembre, on parlera des formations professionnelles qu'il est possible de faire au Québec gratuitement, pour les Français uniquement. C'est-à-dire que les Belges vont payer, les Belges ou les autres vont devoir payer ces formations, mais pour les Français, c'est gratuit. Et c'est des formations professionnelles vraiment super. Donc c'est le 19 novembre. Là aussi, on va vous mettre plus d'informations rapidement sur notre page Facebook. Et on parlera du retour en France après un PVT le 23 novembre. Je vous laisse consulter l'article événements PVTistes 2020 pour voir les autres prochains événements. Voilà. Alors, en ce moment, il y a l'inscription aux Journées Québec. Ah bah justement, je voulais savoir s'il fallait une lettre d'introduction ou pas pour y participer. C'est une bonne question. Je sais typiquement que c'est le genre de questions auxquelles voulait répondre le Bureau du Québec le 10 novembre. Donc, en fait, tu n'es pas pressé pour t'inscrire. Donc, n'hésite pas à participer à notre web conférence du 10 sur la page pvtis.net Canada et tu pourras poser toutes tes questions. Normalement, ce sera Amaury du Bureau du Québec qui justement sera là pour ça. Ensuite, j'ai une autre question qui est hors sujet, mais j'en profite, comme ça après je pourrais vous laisser, mais j'aurais répondu aux questions posées ce soir. Est-ce que l'âge limite des PVT va être repoussé avec le Covid? Alors, non, a priori, là, il n'y a rien qui va dans ce sens-là pour tous les pays du PVT. Il y a eu des parlementaires australiens qui ont soumis l'idée à l'Australie en leur disant que quand même ce serait bien, et en fait, on a vu que non. C'est pas passé et tous les autres pays n'en parlent pas, donc a priori il n'y a rien qui va être prévu. On n'est pas à l'abri d'annonces a posteriori, mais je ne veux pas vous faire rêver. Il vaut mieux un jour avoir une bonne surprise parce qu'a priori c'est pas le cas. Voilà. Est-ce que certains ont une dernière petite question sur le budget ou pas? Comme ça je laisserai Anise me la poser sur notre document. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour les personnes qui sont intéressées par le PVT au Canada, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une semaine, on vous a annoncé que la saison 2020 du PVT Canada allait clore le 30 octobre. Et en fait, ensuite, l'information a disparu du site des autorités canadiennes et de leur compte Twitter. Et donc, la saison EIC n'a pas fermé en fait le 30 octobre. Ça ne veut pas dire que les rondes vont reprendre, franchement, on ne sait pas du tout. Mais c'était quand même une bonne nouvelle de voir que ce n'était pas fermé et qu'a priori, il y a peut-être eu une erreur ou un couac du côté des autorités canadiennes quand cette annonce a été faite. Dès qu'on en sait plus, bien sûr, on vous tient au courant.
Alors, quelqu'un demande, faut-il avoir du cash sur soi en Australie comme c'est le cas au Mexique où le paiement par carte est rare? Alors non, du tout. C'est vrai qu'en Amérique latine, la question de l'argent est un peu particulière. Pour le cas du Mexique, je ne savais pas que le paiement par carte n'était pas fréquent, mais je sais surtout que par exemple pour l'Argentine, on conseille de ne pas rapatrier tout son argent en début de PVT parce que ça fluctue beaucoup et si on ramène tout son argent en Argentine et qu'ensuite la monnaie perd de sa valeur, on a tout perdu. Donc c'est vrai que la question de l'argent en Argentine, intéressez-vous à ça. Et pour les pays d'Amérique latine, peut-être effectivement que le cash est plus souvent utilisé. Par contre, dans les pays d'Asie et dans les pays anglophones du PVT, la carte est très très utilisée. Dans le cas de l'Australie, précisément, vous allez recevoir une carte de débit, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Vous ne pourrez pas utiliser de l'argent que vous n'avez pas, c'est pas comme une carte de crédit. Mais par contre, vous pouvez payer quasiment tout avec votre carte de crédit, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend si vous êtes team cash ou team carte. Moi, je suis plutôt team carte, mais c'est vrai que si tu aimes bien avoir toujours du cash sur toi, ça peut être utile de faire ça. Et d'ailleurs, le Canada et l'Australie, c'est sûr, les autres, je ne sais pas, pratiquent ce que l'Australie appelle du cash out et je crois le Canada du cashback. C'est-à-dire que, moi je le faisais en Australie, vous allez au supermarché, vous faites vos courses, vous en avez pour 33 $. Ah zut, vous devez 20 $ à votre pote, mais vous n'avez pas le temps de passer au distributeur. Vous demandez à la caissière qu'elle vous donne 20 $ en plus de vos courses. Donc vous allez payer 53 $ avec votre carte bancaire, les 33 $ de courses et les 20 $. Et elle vous donne vos courses et 20 $. Comme ça, vous avez évité un passage au distributeur. Voilà, je le dis au cas où, hein, ça peut servir. Moi, ça m'a plusieurs fois été utile. C'est pas un grand gain de temps, hein, ça ne va pas changer votre vie, mais c'est quand même plutôt pratique. Voilà. Bon, j'ai l'impression que on a fait le tour des questions. Ce live va rester sur notre page Facebook. Hein. Si vous avez raté le début, n'hésitez pas à repasser dessus. Je me suis rendu compte que c'est un sujet très vaste et que du coup, c'était pas forcément facile pour moi d'être très précise. J'espère quand même que ça vous a apporté quelque chose, des précisions, des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Maintenant, vous allez pouvoir creuser les informations listées en fonction de votre ville et votre pays de destination. L'idée, c'était surtout de vous donner des bases de réflexion pour établir votre budget au mieux. Voilà. En tout cas, ceux qui parfois me demandent est-ce que ça va de partir avec 10 000 € par exemple? Oui, ça va. Ça veut dire que si vous entendez ça et que vous partez avec 4 000, ça ne veut pas dire que 4 000 c'est pas bien. Chacun fait son budget en fonction de son projet. Vous avez vraiment des gens qui ont été plus confortables financièrement en partant avec 3 ou 4 000 € que des gens avec 10 000 parce que ces gens ne vivent pas du tout de la même façon, ne sont pas aussi débrouillards, donc n'ont pas forcément trouvé du travail au même moment. Voilà ce genre de choses en fait. Et puis il y en a qui vont commencer leur PVT par 2 mois de cours de langue, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou dans les pays anglophones, et 2 mois de cours de langue, donc avec pas trop d'opportunités de travailler ou alors un petit mi-temps le soir, plus le fait de payer ses cours, ça coûte de l'argent. Donc voilà, dites-vous que vous comparez pas trop vos budgets, c'est tout ce que je peux vous dire, parce qu'en fait un budget c'est personnel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette visio. J'espère que ça vous a été utile. Merci pour vos questions, c'est super sympa quand c'est interactif. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine visio et dans quelques jours, 2 jours, pour notre point Covid-19 sur notre compte Instagram PVTiste. Bonne soirée à tous.